Bonsoir, merci de votre présence. Bienvenue à la librairie Résistance, où on est très content d'accueillir, c'est pas la première fois, Jacques-Marie Bourget, qui ce soir présente un livre qui fait couler pas mal d'encre, comme vous aurez pu le remarquer, qui s'appelle Le vilain petit Cathare, et qui prend un peu le contre-pied de pas mal d'autres écrits sur ce sujet. Ce livre est né du hasard, comment dirais-je, un événement un peu impromptu qui nous a décidé avec Nicolas Beau à faire ce livre. C'est lui qui a fait une enquête, à l'époque il travaillait à Marianne, et l'enquête en question n'a pas eu l'air de plaire à la rédaction en chef. On a trouvé des arguments qui sont des arguments éternels, donc ça l'a un peu énervé. Et pendant tout ce travail, il a découvert qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses à dire cachées sur le Cathare. Moi, il se trouve que le Cathare, j'y étais allé 2 fois, mais ça veut dire aller nulle part, puisque le Cathare, enfin maintenant, il y a des tours, mais à l'époque, c'était rien. C'était 5 hôtels, un souk, un vieux village, un palais ou 2, un golf, puis des maisons d'expatriés, quoi. C'était vraiment pas grand-chose. Donc aller au Cathare, ça ne servait à rien, personne ne pouvait vous informer. Il n'y a pas d'information, sauf si vous êtes le frère de l'émir, et encore, je veux dire, tout est caché, secret, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de photocopies, il n'y a pas de CD, à remettre à la presse, il n'y a rien. Donc en fait, vous vous baignez en attendant que le séjour se passe, et puis vous rentrez à Paris bronzé. Vous ne faites pas d'article, sauf si vous êtes un laudateur et que vous racontez n'importe quoi sur le Cathare. Donc c'était ça mon expérience du Cathare. J'ai rencontré le Premier ministre à l'époque, parce que je travaillais à Paris Match, et on avait un reporter qui avait fait le crétin, il s'est déguisé en femme en Afghanistan au moment de la guerre de Bush, et il s'était fait choper évidemment par les talibans, qui voulaient le juger comme espion et l'exécuter. Donc à l'époque, j'étais moi-même pas en très grande forme, parce que j'avais reçu une balle de M16 d'un soldat israélien dans le poumon quelques mois auparavant. Donc je sortais de l'hôpital, et à l'époque, Jean-Luc Lagardère, qui était le propriétaire du groupe, m'avait dit: Jacques-Marie, je te donne ambassadeur, il faut que tu ailles au Qatar. J'ai compris, c'est-à-dire que j'ai rencontré le Premier ministre, et je lui ai demandé d'intervenir pour faire libérer notre confrère en Afghanistan. Et il m'a dit: vous savez, les talibans, c'est des gens terribles, on ne parle pas à ces gens-là, etc. J'ai dit: mais bien sûr, je ne voulais pas supposer que vous puissiez avoir des liens, vous aussi, libéraux, modernes, etc., avec de telles personnes. Et bon, on a fait tous les 2 l'andouille dans notre coin, et il m'a dit: mais de toute façon, on envoie un hôpital de campagne là-bas, en Afghanistan, donc ça a peut-être l'occasion de discuter avec quelqu'un. Je dis: oui, si jamais vous avez un brancardier qui rencontre un taliban, demandez-lui d'être gentil et de ne pas tuer notre confrère. Et en fait, ils ont fait libérer le type très vite, parce que là, j'ai découvert un peu la duplicité ou les 2 fers au feu du Qatar, c'est-à-dire que c'était quand même de très très bons amis des talibans, quoi. Voilà, c'était donc mon expérience avec le Qatar. Donc on s'est mis à travailler il y a à peu près 1 an, oui, sur ce projet, et on a été de découverte en découverte, mais en fait, c'était un livre très facile à faire. C'était un livre, l'évidence était telle, quand on prend toutes les informations qu'on peut trouver sur le Qatar, il n'y avait rien. Tout ce qui avait été écrit, c'était le luxe, LVMH, les musées, où on accroche des Rothko dans les musées de Doha, alors que leur rêve, c'est l'Angélus de Millet, ou au pire, je ne sais pas, enfin, des chromos épouvantables. Tout ça, c'est l'illusion, quoi. Donc, on a découvert tout. C'est très facile, quoi, de démonter tout ce qui a été écrit sur le Qatar. C'est 90% de mensonges, donc c'est presque du travail. C'est du travail presque imbécile de détricoter tout ça et voir que c'est de l'illusion. Nous, ce qui nous a beaucoup étonné, c'était l'aura
l'image, la réputation de ce pays, parce que si vous prenez le personnel politique qui est allé à Doha, c'est les pèlerins de Doha, ils en reviennent, puisque le dernier forum c'était du 20 au 22. Cette année, pour la première fois, suite à notre bouquin et à différents quand même prises de conscience, c'était beaucoup plus difficile de convier là-bas des wagons entiers, enfin des charters entiers de députés. D'abord parce que il y a eu Madame Noël Lenoir, qui était dans le passé au Conseil constitutionnel, a été nommée, en dehors du fait qu'elle est avocate dans un grand cabinet, pour s'occuper de la déontologie de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on lui a donné un petit fromage, d'avoir un chauffeur pour faire ça. Et Madame Lenoir a déconseillé aux députés d'accepter l'invitation du Qatar avec le conjoint. Ça, c'était pas déontologique d'aller inviter avec le conjoint. Donc il y avait pour la première fois un petit frein sur le Qatar. Il y a autrement Jean-Marc Ayrault qui avait dit: moi le Qatar, avant d'y aller, je réfléchirai. C'est le seul. Bon. Autrement, le personnel politique gauche-droite s'est absolument précipité à Doha. À un moment, il y avait un litige sur l'hôtel Lambert. C'est un magnifique hôtel qui est dans l'île Saint-Louis. Et le frère de l'émir l'a racheté et avait entrepris de mettre des ascenseurs, des bowling, je ne sais pas quoi, des tas de trucs là-dedans, des parkings. Et la mairie de Paris, les Beaux-Arts ont hurlé en disant c'est pas possible, etc. Et il se trouve que Delanoë est invité à Doha, et quand il est rentré, il a trouvé que le projet était finalement extrêmement cohérent. Villepin, n'en parlons pas, il fait partie de la famille. Une des filles de la Chimira était chez lui à Paris quand elle était à Sciences Po. Ségolène Royal est allé expliquer au Qatar l'intérêt qu'il y avait à puiser pour le Qatar dans son système de microcrédit et dans l'expansion des troupeaux de chèvres. Au Poitou, il y a un truc spécial sur la chèvre. Elle était accompagnée de Le Drian, qui à l'époque était son homme des sous, qui aujourd'hui mise la défense, et qui est toujours l'homme des sous, parce que c'est lui qu'on a envoyé faire la quête à Doha après l'opération Serval, où les caisses françaises étaient un peu à vide, donc on a été demandé à Doha de payer une contribution. C'était rigolo, parce que dans le même temps, c'est eux qui armaient les djihadistes au Mali, donc c'était rigolo, le serpent se mord la queue. La Chimira, qui est la deuxième épouse, a été reçue à l'Académie des Beaux-Arts, donc on lui a mis un chapeau à plumes, une épée, un costume brodé, etc. Elle a été reçue par l'architecte, c'est Tailleberg, l'architecte du Parc des Princes, qui, comme par hasard, construit des trucs formidables à Doha. Et on était dans la connivence la plus absolue jusqu'à voter à l'Assemblée nationale et au Sénat une loi spécifique, scélérate et incroyable. C'est dispenser le Qatar, ce qui ne veut rien dire, parce que le Qatar, enfin tout ce qui est qatari, de payer des plus-values sur les transactions immobilières. Et il ne s'est pas trouvé un député pour porter cette loi devant le Conseil constitutionnel pour faire valoir que c'était d'abord illégal, aberrant, une histoire de fou. Et alors un des arguments développés au Sénat, c'était que Al Jazeera avait fait beaucoup de bien quand même dans le monde arabe, avait porté les lumières, avait éclairé les mécréants, etc. Et que pour le rôle du Qatar dans l'opération des infirmières retenues en Libye et pour la glorieuse Al Jazeera, il était bien de voter cette loi, il méritait bien ça. Alors, Manuel Valls, il a tenté d'obtenir des joint ventures entre un laboratoire d'Evry et je ne sais pas quoi, bon, ça n'a pas trop marché, parce que les trucs avec le Qatar, ça marche rarement. L'ambassadeur, le merveilleux homme du Qatar, est allé 4 ou 5 fois voir Valls à Ivry. Après, Valls a présenté Hollande au Premier ministre du Qatar alors qu'il était candidat. On se dit, mais pourquoi Hollande avait besoin de voir le Premier ministre du Qatar, qui voit le Premier ministre du Japon, oui, ou le Premier ministre d'Algérie, mais le Qatar, c'est pas un pays, c'est vous mettez la pointe du crayon sur la carte, là, on ne le voit plus, donc c'est quand même bizarre. Et cette connivence entre
Val, c'est le Qatar, l'a un peu inquiété à la sortie de notre livre, il nous a appelés, disant que non, il n'était pas du tout un ami du Qatar, etc. Bon, je pense qu'il avait un peu peur qu'on suppose, qu'on était vraiment très méchant, que le Qatar ait pu donner des sous pour la campagne de Hollande, mais ça, c'est pas vraisemblable, donc je me demande pourquoi il y a eu peur. Bon, alors il y a le Hubert Védrine, c'est formidable. Hubert Védrine, vous connaissez, c'est le grand humaniste que tout le monde regrette, qui est un merveilleux ministre des Affaires étrangères, compagne de Tonton. Le papa de Védrine était à Vichy avec Tonton, donc vraiment, on est dans l'eau minérale jusqu'au cou, là, donc c'était bien. Et le grand Védrine, que le monde entier nous envie, qui est maintenant quand même membre d'une petite PME équitable qui s'appelle LVMH, qui a réussi à obtenir un truc d'avocat comme les autres, là, parce qu'il était au politique, nous on a dit bah, tu peux faire avocat. Eh bien, il va là-bas, à Doha, il fait des déclarations pour dire que c'est vraiment un pays sympa, moderne, qui fait avancer les choses. Fillon, il est allé au dernier, là, il y a 8 jours, il était là-bas pour préparer sa campagne électorale. Il a déclaré que c'était un modèle, le phare de la pensée universelle, c'était un modèle à imiter pour tout le monde. Sarkozy a dit il faut que je trouve une clé des champs de pétrole. Donc, il a envoyé le merveilleux Guéant, qui est un vieux diplomate chenu et habile, et à Damas. Et il a dit à Bachar, dis donc Bachar, Sarko, il veut une clé pour le pétrole. Bachar a dit, Yanni, il n'y a aucun problème, je vais te présenter le frère Émir. Et ils sont allés voir l'émir du Qatar. Là, c'était le gaz, enfin le gaz et le pétrole, en attendant, c'était bien. Et à l'époque, l'émir était le grand ami de Bachar, ils faisaient de l'automobile ensemble, l'émir lui a fait cadeau de 2 avions, un pour lui, un pour sa femme. Il avait un autre pote, c'était Kadhafi. Kadhafi blanchissait son argent à Doha, il y avait quand même 50 milliards qui étaient passés par là. Et Kadhafi, un jour que le roi d'Arabie l'avait traité de chien, Kadhafi, pas content, avait décidé de resserrer les liens avec le Qatar, qui est le grand ennemi de l'Arabie. Et Kadhafi avait donné une espèce de petit louage, un petit fermage au Qatar sur le sud Liban, le sud de la Libye, où il y a des tribus un petit peu turbulentes. Là, en ce moment, c'est plein de djihadistes, mais bon, voilà, c'était le Qatar, on devait jeter un œil là-dessus. Et il avait aussi ouvert les portes de ses réseaux en Afrique de l'Ouest, parce que Kadhafi avait des réseaux considérables. Quand il avait la carte de l'Afrique sur le veston, c'était pas innocent, il avait vraiment des vrais réseaux. Et il avait ouvert les réseaux au Qatar, qui depuis 2008 étaient par exemple implantés au Niger, avec la zakat, avec construction de mosquées, de madrasas, de dispensaires, les microcrédits islamiques, etc., notamment à Dosso, dans le sud du pays, qui ont fait le grand fief de Boko Haram. Et beaucoup d'appels d'offres, qui étaient des appels d'offres bidons qui permettaient de financer qui on veut. C'est-à-dire qu'un appel d'offres pour fabriquer, je ne sais pas quoi, moi, un puits, un type se présentait, il obtenait les crédits et on ne savait pas vraiment si ça y avait jamais pris une pioche dans la main, c'était un moyen de financer les réseaux. Sarkozy a sous-traité la politique arabe de la France à l'émir, c'est lui qui s'occupait de tout. Dès qu'il y avait une décision à prendre par rapport au Moyen-Orient, au monde arabe, c'était l'émir qui disait là, il faut faire ci, il faut faire ça, lui il n'est pas gentil, etc., etc. Tout ça en poursuivant de colossales trucs financiers. Jusqu'au jour où ils ont fait un saut de dessus sur Kadhafi. Moi, je peux passer pour un ami de Kadhafi, mais bon, c'est vrai que ce pauvre Kadhafi, ils l'ont étranglé comme un lapin, c'est-à-dire qu'ils ont décidé, bon, c'est intéressant, il y a l'Égypte à droite, la Tunisie à gauche, c'est les frères musulmans qui sont là, ce Kadhafi nous emmerde, on va lui piquer ses sous et on va le dégager. Et l'histoire de la Libye, c'est quand même pour beaucoup une histoire d'argent, une histoire de vengeance parce qu'il y a eu des turpitudes entre eux. Mais si Bachar el-Assad et si Kadhafi sont venus, pour Bachar el-Assad le 14 juillet
Et pour le Kadhafi, un peu plus tard, à Marigny, puis à Paris, c'était l'émir du Qatar qui a installé tout ça, c'était ses idées à lui. Et derrière tout ça, il y a aussi, il faut bien le dire, le poids des Américains et d'Israël, puisque en 1995, quand l'émir a décidé de dégager son père, d'être émir à la place de l'émir, le pacte et l'injonction entre l'Amérique et le Qatar, qui a été organisé par l'EPAC, c'est-à-dire le lobby juif américain, c'était de reconnaître Israël, de tout faire pour améliorer l'image de marque d'Israël et que ce soit l'allié absolument indéfectible. Et Al Jazeera, dans un premier temps, c'est un projet des frères Friedman qui voulait, à la suite de la mort de Rabin, créer une espèce de télé écuménique pour essayer d'arranger les choses, etc., au Moyen-Orient, que les peuples arabes puissent entendre un autre son que celui qui s'entendait toujours, enfin bref. Et les frères Friedman ont même été au début d'Al Jazeera. Et puis au bout d'un moment, la pression était telle en face d'eux que l'émir a dit écoutez, mettez-vous en second rideau, moi je prends tout sur mon dos et Al Jazeera, je m'en occupe. Donc il y a aussi une consigne, enfin un poids, il y a un contrôle réel de cette politique par les États-Unis. Et Israël va les liens entre le Qatar et Israël. Monsieur Shimon Peres vient faire ses cours, Tzipi Livni vient dormir là-bas, il va dans les malls, etc. Après, pour endurci, ils ont supprimé officiellement l'ambassade, mais elle existe toujours dans les hôtels et les diplomates sont là. L'émir est allé à Jérusalem, minaudet avec Tzipi Livni, il y a eu des vidéos qui ont été tournées, c'est pas très bien. Et pour la France, quand j'ai égrené une partie du moins, parce qu'il y en a beaucoup, des intellectuels, des soi-disant intellectuels, Monsieur Jean Plantu, le grand caricaturiste formidable, il a été décoré du grand Mamamouchi d'honneur du Qatar avec un prix de 10 000 €. Et je raconte dans le bouquin que le seul qui l'ait refusé, c'était Stéphane Hessel. Et le seul qui ait rendu les sous, c'est mon confrère d'LCI, Vincent Hervouet. Et alors tous les gens qui ont eu la magnifique chance d'avoir ce prix, les 10 000 €, peut-être 15 000 maintenant, parce qu'il y a l'inflation, ont leur portrait dans la cave dans le mausolée Lénine, dans la cave de l'ambassade à Paris, rue de Tilsit. Chacun a son petit portrait dans un couloir, c'est le boulevard des Allongés, là-bas, tous ceux qui ont eu le... Alors si un jour il y a une révolution, il faut se précipiter dans le couloir, prendre les photos, et on aura le nom des corrompus, la liste intégrale. Tout ça donné dans la presse. Enfin un pays arabe moderne et qui fait bouger les choses, enfin ceci, enfin cela, d'où l'ambiguïté au début des printemps arabes. C'est-à-dire que des gens de très bonne foi se sont dit, ah bah oui, le Qatar c'est normal, ils ont Al Jazeera, c'est un pays moderne, donc ils vont aider à la chute des tyrans et à la démocratie. Le problème, c'est qu'Al Jazeera, si au début, c'était une chaîne assez pugnace et avec des journalistes remarquables, même une fois Bush a voulu les bombarder, donc c'est bon signe quand même. Donc, il y a eu des morts, il y a eu deux confrères qui ont été tués. Et il faisait de l'information et ça secouait. Et on a compris les phases. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il s'agissait de détacher le monde arabe des télévisions nationales et qu'elles deviennent addictes à Al Jazeera. Et une fois qu'ils sont bien branchés sur Al Jazeera fait 180 degrés de virage idéologique et leur dit, eh ben voilà, Qaradawi. Il paraît que Qaradawi, c'est lui qui a demandé à l'émir d'aller en Syrie, par exemple. Donc, bon, c'est simplement une dictature religieuse et maintenant, Al Jazeera est son relais. Et Al Jazeera, qui est une télévision honnête, maintenant bidonne les reportages pour l'enterrement de Chokri, le Tunisien qui a été assassiné, l'homme de gauche, oui, de gauche machin,
Al Jazeera a montré des images, mais manque de peau, c'était des vieilles images d'une manifestation des Nardas, donc c'était pas tout à fait ça, quoi. Sur le plan local, si on veut parler du plan local, il y a plus d'1 million de travailleurs immigrés qui n'ont aucun droit. On leur prend leur passeport quand ils arrivent dans le pays. On leur donne ce qu'on appelle un parrain, mais qui est en fait leur employé ou un mafieux quelconque qui sert de garde-chiour. Ils sont dans des camps épouvantables, pas le droit d'avoir des relations même amicales, pas le droit de sortir, pas de relations sexuelles. S'ils sont chopés, ils sont fouettés. Ils sont payés 150 à 200 $, ils travaillent beaucoup, à 50 degrés à l'ombre, aucune condition de sécurité. On ne compte pas les accidents, les morts du travail. Moi, j'ai réussi par faire des recoupements. Quand on va dans les pays genre l'Inde, le Népal, les cercueils arrivent quand même, donc eux, ils les comptent. Si vous allez voir les diplomates de ces pays-là, ils disent bah, nous, en Inde, on en a reçu 250, au Népal, 100 et quelques. En faisant le tour, on peut estimer le nombre d'accidents du travail à entre 300 et 400. Quand je dis accidents, les morts, hein, pas les accidents du travail. Mais au Qatar, on n'envisage pas de les compter, il n'y a aucun syndicat, le droit d'association n'existe pas. La seule association qui a été créée, c'est par la Sheikha, c'est sur l'écologie. Il faut savoir que le Qatar est le pays le plus polluant au monde, et ils ont fait une manif contre la pollution quand il y a eu à Doha un sommet sur sauver la Terre. C'était la Sheikha qui était en tête, ils ont fait 50 mètres, il valait mieux parce que c'est tellement pollué qu'à 100 mètres, ils seraient morts étouffés. Donc voilà, on a envie de rire parce que c'est une espèce d'opérette, une mascarade, c'est Monaco, on pense à des trucs de Fenback, quoi. C'est tellement con. Bon, il n'y a pas de loi, hein, quand je dis pas de loi, c'est pas de loi, il n'y a pas de loi. Il y a une constitution qui a été commencée, qui n'est jamais terminée. Normalement, c'est Villepin qui doit travailler sur la fin de la constitution, mais il va à mollo. Il y a un poète qui s'appelle Mohamed Al-Ajami, il a été condamné à perpétuité, parce qu'il avait fait un poème dans lequel il souhaitait que le printemps soit aussi une saison qui affecte Doha. Donc ils l'ont mis en tôle. Ils l'ont d'abord condamné à perpétuité. Alors les juges là-bas, ceux qui l'ont condamné, c'est des Soudanais, parce qu'il n'y a pas un Qatari de souche, comme dirait Le Pen, qui fait un boulot, quoi. Donc il n'y a pas de magistrats, donc les magistrats, ils sont de l'extérieur. Alors ça fait un petit peu de bruit, on a finalement commué la peine en 15 ans de prison, ce qui est quand même assez, c'est plutôt gentil, c'est la preuve que Lemire est gentil. Tous les ressortissants, il y en a des tonnes qui sont bloqués. Il y a un Français qui est là-bas depuis 5 ans, qui n'arrive pas à sortir. Personne ne s'en occupe, l'ambassade surtout ne veut pas entendre parler de ça. Il y a 2 écoles françaises à Doha. L'une, c'est le lycée Clémenceau. Et là, c'est un lycée 100% français, loi française, etc. En fait, pour les expatriés. Donc celui-ci, il n'a pas trop de problèmes. Il y avait un autre lycée qui s'appelait Voltaire, le pauvre, et ce lycée était co-géré à la fois par le Qatar et par un truc qui s'appelle la Mission laïque française. La Mission laïque française, c'est une belle institution qui a été créée en 1905, au moment de la séparation de l'Église et de l'État et tout ce qu'on veut, un peu pour faire la nique aux pères blancs et aux missionnaires qui allaient raconter des sottises dans toute l'Afrique et ailleurs. Là, on s'est dit, il faut faire une mission laïque. Et ça existe toujours, ils gèrent dans le monde une cinquantaine ou une centaine d'établissements. Donc ces professeurs français, le programme de l'éducation nationale française, mais le financement et puis certains loisirs, je ne sais pas s'il y avait des cours de, j'en sais rien, bon bref, peu importe, c'était le Qatar. Et il y a aussi le Qatar, subitement, sous la houlette du procureur qui est aussi ministre de la Justice, qui se vante d'avoir fait des études à la Sorbonne et d'être un ami des Lumières, a commencé à dire qu'il y avait un livre de sciences naturelles qui n'était pas islamique, et de plus en plus il y a eu des bouquins qui ont été censurés, donc là on a accusé
proviseur d'être pédophile, le proviseur suivant, on l'a mis en tôle pratiquement pendant 6 mois. Oui, puis il y a un autre élément, c'est que il y a eu un livre sur l'apprentissage des religions. Et ça n'a pas plu parce que avant 18 ans, me dit-on, hein, c'est peut-être seulement chez les wahhabites, j'en sais rien, un jeune homme ou jeune fille n'a pas à être informé qu'il existe une autre religion que la religion musulmane. Voilà, donc finalement la mission laïque française s'est retirée et il s'est quand même retrouvé des drôles de sbires, dont l'un était un magistrat envoyé là-bas par la merveilleuse Rachida Dati, parce qu'à une époque, elle fallait tous les week-ends à Doha, à un point tel que vous n'ignorez pas qu'on avait affirmé que c'était le fameux procureur ministre de la Justice qui était le père de sa fille, ce qui est vraiment c'est faux. Donc Rachida a envoyé 4 magistrats à Doha. J'espère qu'ils jouent au golf parce que là-bas il n'y a vraiment rien à faire. Il n'y a pas de droit parce qu'il n'y en a pas. Quand les magistrats à Doha, à part faire du ping-pong, je ne sais pas ce qu'on peut faire, il n'y a rien à faire. Donc il y avait quand même 4 magistrats avec salaire doublé, machin, pénard, note de frais et tout. Et l'un d'eux, en rentrant en France, est allé déposer une plainte contre Aubin la Messusière, qui était un diplomate absolument admirable, arabophone, l'ami des Arabes, enfin un type merveilleux, qui est le président de cette mission laïque française. Parce qu'il y avait une comptabilité à Doha, qui était centralisée à Doha, mais qui régissait aussi une école au Kurdistan et une école à Kaboul. Mais la comptabilité se faisait à Doha. Donc le crétin de procureur a pris cette globalité pour la seule école de Kaboul en disant non mais qu'est-ce que c'est, il y a 1 million d'euros, mais à Kaboul, à Doha, vous ne dépensez que 300 000 euros. Évidemment, le reste de l'argent était dépensé dans le Kurdistan et à Kaboul. Et le petit mec de Rachida est allé voir à Paris, au TGI, un magistrat pour déposer une plainte au titre de l'article 50 pour dénoncer un fonctionnaire ou je ne sais pas quoi, pour escroquerie. C'est pour vous dire que ce sont vraiment des malfaisants. Le côté pervers qui a fini par apparaître, c'est sur le Mali. Je vous ai parlé de l'antécédent en 2008 au Niger, qui était pour les Qataris la base arrière du Mali, parce qu'il y a une frontière à traverser. Quand les excellents garçons du Mounjao se sont installés dans Gao, hop, Qatar Charity s'est précipité à Gao, comme par hasard, pour faire la charité, ouvrir l'hôpital, payer les médecins, payer des beaux uniformes aux miliciens, donner de l'argent pour qu'on en recrute davantage. Il y a des avions qataris qui ont atterri là-bas chaud parce qu'il y avait à l'intérieur. Enfin bon, voilà. Donc ça fait quand même beaucoup de vinaigre. Alors le Qatar s'est un peu défaussé en disant que c'était dans le cadre de la zakat, la charité, etc. Bon, depuis j'ai appris que l'exercice de la zakat était assez complexe. Parce que la zakat, c'est la charité ordinaire qu'on doit faire tous les jours aux pauvres dans la rue, mais qu'il y a d'autres formes de charité plus complexes pour les dons plus importants. Il y a un élu de Gao qui a demandé à Qatar Charité s'il ne pouvait pas faire un petit effort pour un village un peu plus loin. Ils ont dit ah non, il n'y a pas de Mounjao là-bas, on ne peut pas y aller. J'ai un très très bon ami Touareg qui a fait l'ENA et qui est maintenant fonctionnaire à l'ambassade des États-Unis à Bamako. Jacques-Marie, les djihadistes n'ont pas besoin de descendre à Bamako. Bamako, c'est déjà mûr pour l'emprise du wahhabisme, et ça arrive au Sénégal et toute l'Afrique de l'Ouest dans le wahhabisme. Alors, il y a des gens qui peuvent trouver ça très bien. Moi, je trouve que c'est pas forcément la lecture la plus tendre et la plus éclairée du Coran, quoi. Et c'est pas rendre service aux musulmans que de les enfermer dans cette histoire. Alors par ailleurs, si vous voulez mesurer la grande générosité et tendresse du Qatar, ils achètent des millions d'hectares de terre dans le monde entier. Quand ils les achètent en Australie ou je sais pas quoi, ils se débrouillent entre capitalistes, c'est pas grave. Mais quand ils achètent au Niger, ou en Thaïlande, ou en Érythrée, ce qu'ils ont fait beaucoup, ça consiste à
chasser des gens qui sont sur une terre et en faire des paysans sans terre, des réfugiés, etc. Il y a une ONG suisse qui a beaucoup travaillé là-dessus, et c'est absolument répugnant, quoi. Et en gros, pour faire court, il y a une maxime. Israël, on n'a jamais vu dans l'histoire, si vous l'avez vu, dites-le moi, un régime autoritaire sans droit, sans loi, une dictature oubliée comme celle-ci, qui respecte ni les hommes, ni les idées, ni les lois, ni quoi que ce soit, propulsé subitement et par je ne sais quel miracle, une religion qui serait ouverte, sublime, gentille, sympa. Bon, je pense que le catholicisme de M. Videla ne devait pas, qui vient de mourir aux toilettes, là, ne devait pas être une chose absolument formidable. Alors sur les banlieues, il y a, moi j'étais à Sarah Chatila il y a quelques mois, et j'avais été choqué de voir les mômes qui n'ont rien à se mettre sur le dos. Ils avaient tous un maillot du FC Barcelone avec Qatar dessus. Ça veut dire qu'il faut bien mettre dans la tête des mômes que le Qatar c'est le repère, c'est le sauveur. Et avant, sur ce maillot du FC Barcelone, il y avait marqué UNICEF, autrement dit une ONG qui s'occupait d'aider les enfants dans le monde. Donc le Qatar a chassé l'UNICEF pour se mettre à la place. Et toute proportion gardée, l'offensive sur le Paris Saint-Germain, c'est pas pour gagner des sous, c'est aussi une manière de marquer un territoire, quoi. Je ne veux pas dire que par le Paris Saint-Germain, ils veulent transformer toute la banlieue en Wahhabite, ce serait caricatural et imbécile. Mais derrière ça, il y a un vrai dessin, c'est clair. Alors par rapport aux Palestiniens, c'est assez complexe, mais c'est vrai que l'émir du Qatar, la Sheikha, à un moment voulait faire une quête, alors on demandait pourquoi, parce qu'ils sont pleins de sous, soi-disant pour faire un procès contre Israël devant la Cour pénale internationale. Bon, moi j'ai vu la réalité de cette chose, mais ça m'a été dit. Et l'émir du Qatar est allé à Gaza il y a 4 mois, etc. Mais observons qu'il n'y a pas un mot pour un centime pour la Cisjordanie, et que les investissements du Qatar auprès de l'UNRWA, c'est-à-dire l'organisme de l'ONU qui doit gérer les réfugiés palestiniens, c'est-à-dire les nourrir, les écoles, les machins, etc., le Qatar est le 47e contributeur. Donc je ne comprends pas que des gens qui aiment tellement les Palestiniens et la cause palestinienne, toute faction confondue, arrivent en disant on va donner 1 milliard, ou je ne sais pas, ou 4 milliards au Hamas, à Gaza, puis 0 centime en Cisjordanie. Alors, bon, il y a un plan qui est une réalité, qui paraît complètement loufoque, mais je n'invente pas, c'est une réalité. Le rêve de l'émir du Qatar et de son merveilleux HBJ, qui lui est tellement bien en Israël qu'on prétend qu'il a une villa là-bas. Moi, je pense que c'est pas vrai, mais enfin, il est quand même très très bien implanté. Alors, ce serait de dégager le petit roi de Jordanie et de mettre à la place, de donner la Jordanie aux frères musulmans palestiniens, avec Raed Meshal à sa tête, et comme ça Israël serait tranquille en Cisjordanie, il y aurait la Samarie, la Judée, enfin bref, on résoudrait ainsi le problème israélien. C'est des choses sur lesquelles il travaille, il y a eu des textes, il y a eu des conversations, on en est là. Donc voilà.